je peux avoir une certaine valeur ajoutée dans ce débat, modeste, c'est de donner le background politique, fixer l'enjeu politique et vous dire comment je vois la réponse à la dernière question que vous avez posée, Delphine. Quel type de scénario, finalement? Première remarque sur l'historique. C'est un domaine dans lequel l'Europe a reculé. Il y a exactement 20 ans, à l'époque j'étais ministre du budget, nous préparions l'entrée dans l'euro. Nous essayions de réfléchir à l'époque sur, une fois que nous aurons supprimé cet élément de distorsion entre nos pays, de distorsion de concurrence entre nos pays, qui est de l'existence de politiques monétaires différentes, de monnaies différentes, qui permettaient par exemple à l'Italie de laisser s'effondrer la lire pour redevenir artificiellement compétitive. Une fois qu'on aura supprimé ça, avec une monnaie commune, une politique monétaire commune, qu'est-ce qui, dans nos politiques nationales, continuera de remettre en cause les conditions d'égale concurrence? Et naturellement, on était tombé sur l'imposition des entreprises, que nous appelons en France l'imposition des sociétés. Et à ce moment-là, il y avait l'unanimité d'entre nous, les ministres des Finances de l'époque, y compris les Britanniques, qui n'entraient pas dans l'euro, pour parvenir à une harmonisation de la définition du bénéfice imposable dans les 15 pays de l'époque. Et on avait constitué 2 groupes de travail, un groupe politique présidé par Mme Primarolo, qui en dépit de son nom italien était la secrétaire d'État au budget de Tony Blair, et un groupe administratif qui rassemblait les directeurs de la législation fiscale de nos 15 pays pour parvenir à ce qu'on appelle aujourd'hui AXIS. Et ça paraissait évident à tout le monde. Sauf que c'est pas ça qui s'est produit, parce qu'entre-temps, l'entrée dans l'euro s'est passée trop bien, dans une période de haute conjoncture économique, très facilement. Et du coup, il a été très facile, le temps passant, les gouvernements changeant, aux administrations fiscales nationales qui ne veulent évidemment entendre parler à aucun prix d'un abandon d'un système national au profit d'un système européen ou d'ailleurs OCDE et international, de reprendre la main, de veiller à ce que tout ça s'enlise. Et l'idée a été abandonnée. Et on a reculé en ce sens que chaque État restant libre d'établir sa règle fiscale comme il le voulait, on est entré dans un système qui est formidablement pervers, à la faveur en plus, ça a été très bien expliqué par les intervenants, de la digitalisation de l'économie, de la dématérialisation d'une grande partie de la production. Les États se sont lancés dans une concurrence pernicieuse pour attirer à eux, garder à eux ou attirer à eux les entreprises des pays voisins. Et donc se sont lancés dans un système que je n'hésite pas à qualifier de mafieux entre États. On vole la matière fiscale du pays voisin. Impunément jusqu'à une période récente. Et c'est la raison pour laquelle on a pu véritablement lancer un processus politique pour mettre fin à cette situation scandaleuse, ou au moins pour en limiter les effets, uniquement à l'occasion de la crise financière. Et là, on a eu les premières initiatives, orientations politiques du G20 et les premiers travaux de l'OCDE, il y a déjà près de 10 ans. Et puis surtout, vous l'avez dit, madame, des scandales LuxLeaks qui font que ce sujet, l'imposition d'entreprises qui, au départ, paraissait très technique et réservé à un certain nombre de spécialistes dont les plus éminents sont ici, est devenu du jour au lendemain un sujet compréhensible par monsieur tout le monde. Moi, je paie des impôts. Je suis une petite entreprise ou une ETI, je paie mes impôts IS en France. Je suis un contribuable individuel, je paie mon IRPP en France. Sauf que je constate que Google, que Apple, mais aussi un certain nombre de multinationales européennes, y compris françaises, se débrouillent pour jouer des différences des systèmes fiscaux dans le monde, y compris en Europe, ou pour, dans le cadre d'un face-à-face avec un micro-État européen, dans une position de force qui me permet d'échapper à la quasi-totalité de l'impôt.
Ça, c'est insupportable, c'est inacceptable, ça ne sera plus accepté. Et donc, tout d'un coup, une nouvelle impulsion politique extraordinairement forte, engagée par les médias avec la révélation de scandales tels que LuxLeaks, mais reprise par les opinions publiques, qui fait que, en bonne coopération, la Commission européenne, avec à la fois, côté Commission, le volet fiscal que dirige notre compatriote Pierre Moscovici, et le très important et très efficace volet concurrence avec la très remarquable Margrethe Vestager qui tire au canon de marine sur un certain nombre de pays membres de l'Union européenne qui ont facilité abusivement la vie fiscale, si je puis dire, de certaines multinationales. Le Parlement européen, qui a constitué une commission d'enquête que j'ai eu l'honneur de présider, qui maintenant va donner son avis, et effectivement je suis un des deux co-rapporteurs au projet Axis, et l'OCDE, où notre compatriote Pascal Saint-Amand fait un excellent travail, même si, sur certains sujets, nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Donc, c'est par le biais de la lutte contre l'évasion fiscale et contre la concurrence fiscale scandaleuse que se font les pays. Je suis d'accord avec l'analyse qui a été faite tout à l'heure, disant la concurrence fiscale, apparemment c'est les entreprises, mais en réalité le point de départ c'est les pays, et notamment au sein de l'Union européenne. Et c'est inacceptable dans la famille européenne. Alors qu'ensuite les entreprises essaient d'en profiter, je dirais c'est la moindre des choses. C'est par ce biais que l'on a repris le problème de la définition commune du bénéfice imposable dans l'Union européenne. C'est grâce à cette pression populaire que nous y arriverons, mais ne perdons pas de vue le tout premier objectif d'il y a 20 ans qui demeure, et là, Madame Ducoté l'a très bien dit, nous sommes en Europe dans un seul marché européen, nous avons une même monnaie, et vous avez une très belle formule, un même langage, nous devons évidemment avoir la même imposition des bénéfices. Alors la France y rajoute des impôts sur la production dans des conditions qui sont absurdes, mais qui ne dépendent que de nous. Mais à tout le moins, nous devons être capables de définir de la même manière le bénéfice imposable. Et donc, contrairement à ce que disent certains de mes collègues au Parlement européen ou certains États membres, l'harmonisation est un but en soi. On harmonise pour le plaisir d'harmoniser, parce qu'on est dans le grand marché européen, et que c'est absurde d'avoir 28, on sera maintenant 27 systèmes fiscaux différents sur des sujets tels que l'imposition à la consommation. L'harmonisation est faite avec la TVA, avec toutes les imperfections qu'il faut corriger, et l'imposition des bénéfices. Petite remarque incidente, je pulvérise l'argument en vertu duquel le principe de subsidiarité consisterait à respecter la souveraineté fiscale des États membres. C'est le contraire. La subsidiarité, ça consiste à dire il faut, entre Européens, qu'on traite au niveau de l'Union les sujets qui, par leur importance ou par leur dimension, relèvent de la compétence de l'Union parce qu'on est plus efficace au niveau européen qu'au niveau national. Et s'il y a un sujet sur lequel on est plus efficace, on est plus relevant au niveau européen qu'au niveau national, c'est bien la fiscalité, au moins des entreprises multinationales. J'ai eu un face-à-face un peu dur la semaine dernière dans le cadre d'une conférence interparlementaire consacrée à ce sujet. Nous travaillons avec les parlements nationaux, nous associons les parlements nationaux, puisqu'à la fin des fins, c'est eux qui auront le dernier mot. Ils ont en effet la souveraineté fiscale. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont les plus efficaces et les plus compétents pour traiter ces problèmes tout seuls. Bien au contraire. Et donc j'ai eu un face-à-face un petit peu dur en lui disant, vous interprétez la subsidiarité comme, moi, dans mon micro-État, je dois rester maître de la fiscalité à laquelle je soumets les entreprises qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent être imposées chez moi. Et ma réponse consiste à dire, est-ce que vous croyez que vous êtes souverain lorsque vous négociez avec une multinationale dont le chiffre d'affaires, dont la valeur en bourse, et même
dont le bénéfice mondial est 10 fois supérieur à votre PIB? La réponse est évidemment non. Évidemment non. Et donc, si le politique veut reprendre son véritable pouvoir, le mot souveraineté, je le laisse au souverainiste, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais veut reprendre ce véritable pouvoir face à des puissances telles que des normes multinationales, évidemment, c'est au niveau européen qu'il faut agir. Par rapport au projet Axis, comme certains d'entre vous ont pu le voir, et j'ai travaillé avec un certain nombre d'entre vous, et je continuerai à le faire, je vois notamment en face de moi M. de la Sens, qui est un de nos interlocuteurs réguliers, qui nous aide beaucoup à apporter de la valeur ajoutée au débat. Donc vous savez que, s'agissant de matière fiscale, les décisions de l'Union européenne ne peuvent être prises qu'à l'unanimité des États membres, donc des ministres des Finances, avec, dans certains pays, la nécessité d'avoir une forme de ratification derrière, donc c'est comme si on négociait en réalité un nouveau traité, et que le Parlement européen n'est amené qu'à donner une opinion, un avis. Cet avis, d'ailleurs, les ministres peuvent s'en passer. Cela dit, comme grâce à LuxLeaks, le sujet est maintenant sur la place publique, l'avis du Parlement européen peut compter, et peut compter même de manière non négligeable dans le débat. Et de ce point de vue, j'ai souhaité apporter quatre idées complémentaires qui juridiquement ne sont pas des amendements, mais qui reviennent un petit peu à ça. Premièrement, et je crois que là-dessus tout le monde sera d'accord, une réforme de cette ampleur n'a de sens que si on arrive tout de suite à la consolidation. Hein, c'est Axis ou CCCTB avec les 3 C. C'est consolider. Si on ne consolide pas, on a toute la complication administrative et on n'a pas l'avantage de la simplicité que représente la consolidation. Donc nous sommes d'accord avec mon co-rapporteur pour dire on applique dès le premier jour les 2 textes que Moscovici a séparés en 2 pour des raisons de tactique vis-à-vis du Conseil ECOFIN. Deuxièmement, alors là, ça décoiffe un peu au sein du Parlement européen et ça va décoiffer au sein du Conseil des ministres. Je propose, mais je crois que c'est cohérent avec ce qui a été dit aussi par nos intervenants, que ça s'applique dès le premier jour. Alors le premier jour, ce n'est pas forcément demain. Une réforme très importante, il faudra prendre son temps, mais que dès le premier jour, elle s'applique à toutes les entreprises. Le seuil de 750 millions est absurde. Personne n'est capable de dire quelle est son origine. Probablement, il y a eu un jour une négociation de marchand de tapis entre ceux qui étaient pour 1 milliard et ceux qui étaient pour 500 millions, et donc paf. Non mais c'est sûrement ça. Hein. Enfin, les historiens ou les économistes nous le diront. Ça ne rime à rien, et ça a été très bien dit, ça faussera la concurrence entre les entreprises. Ça posera des problèmes, notamment pour les ETI ou les entreprises de taille intermédiaire qui vont passer du temps et donc de l'argent à se demander est-ce que j'ai intérêt à opter pour le régime européen ou est-ce que je garde le régime national. Et ça me rappelle une histoire qu'en France, chers professeurs, on qualifie d'histoire belge. Mais qu'en Belgique, on raconterait en disant en Wallonie, c'est une histoire flamande, en Flandre, c'est une histoire wallonne, ou bien c'est une histoire française. Voilà, le gouvernement a décidé de changer le côté de la conduite. Au lieu de conduire à droite, on va conduire à gauche, parce que finalement, les Anglais se débrouillent mieux, ils ont moins d'accidents. Hein. Et on va d'abord commencer par les camions. Voilà. Mais c'est un petit peu la même chose. Bon. Pourquoi commencer par les grandes entreprises en laissant une option aux autres? Moi, j'ai un raisonnement de paysan qui consiste à dire de 2 choses l'une. Ou bien cette réforme est un progrès, et à ce moment-là, pourquoi en priver les petites entreprises ou les obliger à faire des calculs, évidemment recourir à d'excellents avocats fiscalistes, mais enfin bon, pour savoir quel est leur intérêt, ou bien cette réforme finalement c'est un truc extrêmement compliqué, et pourquoi handicaper nos multinationales par rapport aux américaines, aux japonaises ou aux chinoises avec ce truc. Donc nous y croyons, donc notre volonté politique est de l'appliquer à toutes les entreprises,
Et au passage, mine de rien, parce qu'il faut aussi penser à eux, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, on simplifiera la vie des administrations fiscales. Quand même, ces sujets sont extraordinairement complexes. Et si on dit aux administrations fiscales, écoutez, voilà, il faut vous préparer sur 2, 3, 4 ans, parce qu'on va avoir une réforme majeure de notre impôt sur les sociétés. Mais c'est une réforme, une fois qu'elle est faite, elle s'appliquera en une fois à toutes les entreprises. Il y aura un seul système appliqué, non seulement un seul système appliqué en France, mais un seul système appliqué dans toute l'Union européenne. Je crois que c'est une amélioration utile. Troisième amendement important, essayer à l'occasion de cette réforme de prendre en compte le problème de l'économie numérique. C'est effectivement une lacune très étrange, très étonnante, à la limite suspecte. Des propositions de l'OCDE dans le BEPS Action Plan, comme des propositions d'Axis de la Commission européenne, le numérique n'est quasiment pas évoqué. Or, c'est évidemment une des dimensions majeures de l'économie contemporaine et notamment le problème des plateformes numériques. Alors, le problème du numérique, c'est que il y a d'innombrables business models différents et qu'il en est NAIT tous les jours. Et nous ne pouvons pas prévoir aujourd'hui quels seront les principaux modèles économiques du numérique dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent. Par contre, on ne peut pas ne pas attaquer ce problème. Je ne suis pas un spécialiste, ni du numérique, ni de la fiscalité. Je n'ai pas autour de moi, au Parlement européen, l'expertise suffisante. Je crains d'ailleurs que cette expertise fasse défaut aussi, moins que pour moi, mais tout de même, à la Commission européenne. Je crois qu'il y a une vraie expertise à l'OCDE. Il y a un petit problème d'expertise à la Commission européenne. Donc, j'ai fait des propositions qui sont, comme on dirait en Belgique, qui correspondent à un texte martyr. C'est-à-dire, je propose quelque chose qui est peut-être complètement stupide. Je me rends compte que ça ne l'est pas complètement, d'ailleurs. Mais enfin, qui est là pour obliger à ouvrir le débat. Dans l'espoir que du débat jaillira une solution meilleure que celle qui est proposée, mais qui en tout cas permettra de commencer à poser et à traiter le problème fiscal qui se pose à nous avec l'émergence de l'économie numérique. Et donc, comme vous l'avez compris, la proposition faite consiste à dire il faut compléter le critère aujourd'hui unique qui fait qu'une entreprise est imposée dans ce qu'on appelle une juridiction fiscale, dans un État, qui est l'existence d'un établissement permanent physique ou d'un mandataire, par un critère complémentaire qui est, alors qu'on peut appeler un établissement numérique, enfin, l'existence d'une activité numérique. Cette activité numérique étant définie comme la collecte et ou l'exploitation de données personnelles dans l'État en question. Ce que j'ai compris de tout ce que j'ai entendu et lu sur le numérique, c'est que la seule chose qu'aujourd'hui on ne peut pas délocaliser, ce sont les données personnelles. Le lieu où on les exploite, peut-être n'importe où, ça peut être n'importe quel cloud, ça peut être n'importe quel paradis fiscal, ça peut être sur la planète Mars. Mais je prends l'exemple de Facebook. Facebook a 30 millions d'abonnés en France, je suis l'un des abonnés de Facebook. On peut traiter mes données personnelles n'importe où, dans n'importe quel cloud, mais on ne peut pas faire que mon adresse, d'ailleurs près d'ici, Paris 17e arrondissement, soit en France. Et aujourd'hui, Facebook paie 0 impôt en France, pour 30 millions d'abonnés. Et au passage, le critère des ventes, c'est sans doute le moins mauvais, mais il est parfaitement délocalisable. Parce que les ventes de Facebook, ce n'est pas en France. Ça peut être les acteurs français, mais qui sont délocalisés ailleurs. Donc, je propose de rajouter ce critère qui aurait permis, par exemple, au tribunal administratif de Paris, je crois, de ne pas condamner le Trésor français qui voulait imposer 1,3 milliard à Google et qui a été obligé, en l'état actuel de la loi française,
de condamner le Trésor en disant « ben non, il n'y a pas d'établissement permanent de Google en France ». Alors, il y a une énorme activité numérique de Google en France, mais il n'y a pas d'établissement permanent. Donc, on rajouterait ce critère. Et du coup, dans la répartition de la base fiscale dans le cadre de la consolidation entre les États membres, on rajouterait un quatrième critère qui serait le nombre de données personnelles collectées et ou exploitées. Donc, je rajouterais à votre équation une fraction. Alors, est-ce qu'il faut pondérer un quart, un quart, un quart? Là, tout le problème de la pondération, je m'en remets à ce que vous avez dit, c'est effectivement extrêmement difficile. Les 50 États des États-Unis ont adopté des solutions eux-mêmes différentes. Bon, c'est à voir en fonction de l'évolution de l'économie. Moi, je suis ouvert à toute solution qui paraîtrait meilleure que la solution simple consistant à dire si on a 3 critères, on divise un tiers, un tiers, un tiers. Si on en a 4, on divise un quart, un quart, un quart. Enfin, mon quatrième et dernier amendement, en quelque sorte, c'est la création d'un fonds de compensation pour rassurer les pays qui poussent les hauts cris en disant « mais c'est épouvantable, avec ce nouveau système, je vais perdre des impôts. Et donc, tout soit égal par ailleurs, mon budget va diminuer, mon déficit va augmenter. » Bon. Alors, s'il y a des pays qui perdent, ça veut dire qu'il y a des pays qui gagnent. Ou alors, si l'application de la nouvelle base fait que tout le monde perd, ben, on modifiera la base de façon, on supprimera quelques niches, en quelque sorte, on diminuera les avantages donnés à l'innovation ou à l'amortissement, de façon à ce que ça maintienne. Bon. Si tout le monde gagne, personne ne se plaindra. Si, ce qui est vraisemblable, certains gagnent et certains perdent, ma proposition est de créer tout simplement un fonds de compensation alimenté par ceux qui gagnent, au profit de ceux qui perdent, et puis sur quelques années, l'évolution des taux fera que tout le monde s'y retrouvera. À partir de là, j'ai l'impression que cette démarche pour les entreprises présentera d'assez nombreux avantages. Ça a été bien expliqué. Si on va jusqu'au bout, et si ça s'applique à tout le monde. Alors je vais revenir sur le fait de le risque d'avoir des trous. La simplicité, un seul guichet unique, une seule administration avec laquelle on négocie, on ne s'ennuie plus avec le problème de prix de transfert. On laisse tomber le problème de la concurrence fiscale à l'intérieur de l'Union européenne et donc on n'a pas besoin d'aller faire le tour des administrations fiscales pour voir quels avantages on pourrait négocier ici ou là. Harmonisant la base, on maintiendra la concurrence sur le taux, mais il est évident que la concurrence sur le taux aboutira à faire baisser le taux. Alors déjà, il y a un mouvement de baisse des taux assez sensible depuis quelques années. C'est très bien expliqué dans votre rapport, madame, puisqu'on est passé d'un taux moyen européen de 32% à 23% en 6 ou 7 ans. Et à plus forte raison, de la même manière que l'euro, la mise en place de l'euro a fait apparaître la vraie compétitivité des États membres, les uns par rapport aux autres, la mise en place d'une même définition de bénéfice imposable fera apparaître la vraie charge fiscale et on aura tous intérêt à moins imposer nos entreprises. Alors ça va chagriner beaucoup M. Mélenchon et quelques autres, mais au total, c'est l'intérêt de nos entreprises multinationales comme ETI. Il y a un autre avantage qui n'est pas négligeable, c'est que, comme toute décision en ce domaine au niveau européen relève de l'unanimité, nous avons donc besoin de l'unanimité pour mettre en place le système. Ça ne sera pas simple. Mais une fois qu'il sera mis en place, chaque fois que nous voudrons le changer, il nous faudra à nouveau l'unanimité. C'est la difficulté que nous rencontrons quand on va améliorer notre système de TVA. Avantage pour les entreprises, la stabilité juridique, stabilité du système fiscal. On ne pourra pas le changer. Alors que chaque année, l'imagination additionnée de Bercy et des députés des commissions des finances aboutit à changer les niches, etc., etc. Donc ça donne plus de stabilité. Quels sont... Alors,
Le risque de trou, le risque que certains pays jouent le rôle de freerider. Tant que l'opinion publique n'est pas informée, le risque est évidemment majeur et on n'avance pas. À partir du moment où l'opinion publique est informée, le risque est beaucoup plus faible. Je fais le pari qu'aucun État européen parmi les 27, et que même le 28e qui nous quitte, vis-à-vis de l'opinion publique internationale et de sa propre opinion publique, prendra le risque d'apparaître comme quelqu'un qui contribue à l'évasion fiscale et à alléger la charge fiscale des méchantes multinationales, et notamment des méchantes multinationales américaines. Ce n'est pas possible. Je remarque que dans la conférence interparlementaire que nous avons donc tenue la semaine dernière, les pays qui ont, enfin les représentants, les députés nationaux des pays qui ont osé s'attaquer au fondement de la proposition Axis, c'est Chypre, c'est Malte, c'est l'Irlande. J'ai eu une réponse très dure envers l'Irlandais et je lui dis que j'étais prêt à venir à Dublin pour dire publiquement devant l'opinion publique irlandaise, le Parlement irlandais et l'opinion publique irlandaise, ce que j'avais dit à Bruxelles. Il m'a invité, nous allons y aller dans un mois. Je ne crains pas le résultat final. En aparté, chacun convient que si, ce qui est le cas aujourd'hui, il y a un accord politique fort entre les grands pays européens. Il y a déjà un accord sur Axis depuis déjà 2 ans, avant même qu'il y ait un changement de président et de gouvernement en France. Entre la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Les 3 pays du Benelux qui ont beaucoup fauté, moins la Belgique que les autres, mais jusqu'à LuxLeaks, ont beaucoup à se faire pardonner et donc ne feront aucune objection. Les Irlandais continuent d'être vocaux, mais ils ont tellement besoin de nous, les malheureux, notamment pour la négociation du Brexit et pour le statut particulier dont aura besoin l'Irlande du Nord, qu'ils ne pourront pas se permettre de mettre leur veto ou de dire non, moi j'y vais pas, faites-le sans moi, moi je veux rester un paradis fiscal permettant à M. Tim Cook de ne pas payer d'impôts pour les 70% de son bénéfice mondial qui sont réalisés en dehors du territoire américain. Parce que dans votre excellent tableau, je crois que c'est monsieur le professeur qui avait montré le tableau sur la fiscalisation d'Apple, Apple, si je me souviens bien, fait 22% de son bénéfice mondial en Europe, mais en fait centralise en Irlande la totalité de ses résultats mondiaux hors Union européenne. Et Tim Cook a expliqué ça admirablement dans son audition devant le Sénat des États-Unis, et son vice-président l'a expliqué dans l'audition que j'avais organisée à la commission dite taxe de l'Union européenne. Donc l'Irlande ne sera pas en mesure, et donc je crois que sincèrement, ou bien on n'y arrive pas, ou bien on y arrive, et on y arrivera plutôt à 27 qu'à quelques-uns. Je termine en vous disant quels sont pour moi les vrais problèmes que nous n'avons pas encore abordés et qui me soucient le plus, sur lesquels il faut que nous travaillions le plus. Premièrement, ça a été évoqué par plusieurs intervenants, quelle est la fiscalité adaptée à l'économie du XXIe siècle? De l'économie monde, de l'économie globale. Je suis persuadé que nous aurions à concevoir, à partir de zéro, une fiscalité adaptée à l'économie du XXe siècle, on ne créerait pas d'impôt sur les sociétés. Il n'y en aurait pas du tout. Pour moi, c'est une survivance du premier âge industriel. Et je suis frappé de voir que quand je compare notre impôt sur les sociétés, dont les bases ont été conçues au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, ou notre impôt sur le revenu, dont les bases ont été conçues en 1913,
en France, avec le système estonien. Donc nous allons souvent en Estonie en ce moment parce que présidence estonienne et parce que l'Estonie est quand même le pays à l'avant-garde mondiale de l'économie digitale. Ben, le système estonien, il est tout à fait adapté à l'économie du XXe siècle. Et les Estoniens d'ailleurs nous disent, bon, si les Français et les Allemands veulent faire Axis, ben on fera Axis, nous n'allons pas nous opposer à Axis. Par contre, notre système est beaucoup plus simple que le système Axis, et beaucoup plus moderne. Et là, je suis heureux que monsieur le professeur nous fasse bénéficier de ses travaux et de ses lumières, mais je dirais que je suis encore, en tant que responsable politique, en attente d'une véritable analyse de fond des conséquences des transformations économiques au XXIe siècle pour en déduire quel est le système fiscal raisonnable pour les 30 ans ou 40 ans à venir. Parce que nous sommes entrés dans une situation dans laquelle tous nos pays, à l'intérieur de l'Union comme à l'extérieur de l'Union, ont tendance à alléger l'imposition sur tout ce qui est mobile et donc à écraser d'impôts tout ce qui n'est pas mobile. Tout ce qui est nomade, les capitaux, les entreprises, les talents, ben on essaie d'alléger la charge fiscale, et les bénéfices évidemment, et tout ce qui est condamné à rester sur place, les petites et moyennes entreprises, les salariés qui n'ont pas une qualification particulière, évidemment le sol, l'immobilier, etc. Eh ben, on tape dessus parce qu'ils ne peuvent pas s'échapper. C'est pas très équitable. C'était monsieur le professeur, l'un des critères du bon entre guillemets impôt que vous évoquiez tout à l'heure, qu'on a tendance à oublier. Et là, j'ai besoin d'une véritable analyse économique avant de pouvoir concevoir un régime fiscal. Deuxième source d'inquiétude, ça a été évoqué par l'un des intervenants, l'absence de lien avec la comptabilité. Si on avait été logique, nous aurions dû commencer par l'harmonisation comptable. Donc, on rend IFRS obligatoire à tout le monde, je ne sais pas. Bon. Et puis, on en aurait déduit le système fiscal avec l'application des critères comptables. Bon. On a mis les bœufs devant la charrue. Il faudra qu'on trouve le moyen de résoudre ça. Troisième difficulté, et je termine là-dessus, ça c'est un problème absolument redoutable, personne n'en parle. Même avec un guichet unique, ça veut dire qu'il faudra que le système soit appliqué par les 27 administrations fiscales nationales. Or, toutes ne sont pas au même niveau de compétence, et j'ajouterai en chuchotant, ni au même niveau d'honnêteté. Et ce n'est pas un petit problème. Indépendamment de ça, le jour où toutes sont au même niveau de compétence, qu'est-ce qui inciterait les fonctionnaires français à faire les vérifications nécessaires, à faire du zèle, sachant que l'administration fiscale qui va centraliser le dossier sur lequel on leur demande de faire une enquête est l'administration espagnole, slovène ou allemande, et réciproquement. Alors, le diable est toujours dans les détails, et ça, c'est pas un petit détail, et c'est pas un petit Lucifer. Voilà. Mais alors ça, c'est à nous, les politiques, de trouver des solutions. Voilà, je m'excuse, j'ai été moi-même un petit peu long. Je vais être obligé de partir très vite parce qu'il faut que je sois à Bruxelles. Mais je voulais vous remercier et vous dire que je tiendrai le plus grand compte, nous tiendrons le plus grand compte de ce qui a été dit aujourd'hui à table ronde, de la suite de vos discussions, en restant en contact étroit avec vos spécialistes. Merci.